Eh bien, bonsoir à tous. Merci de votre venue. Merci à tous pour votre venue. Merci à François pour ce 35e Aperops qui va nous présenter avec un titre accrocheur. Volontairement, je n'ai pas voulu voir un seul slide. Je n'ai pas assisté à quelques préparations que ce soit. Je vais essayer de travailler pour, comme vous, découvrir ce soir si réellement on a encore besoin d'un chef de projet. Donc c'est lui qui vous le dira. J'ai mon avis, je vous le dirai après avoir vu les slides comme vous. Donc je suis très heureux de vous, et Elodie est très heureux de vous recevoir ce soir. Et je laisse la parole à François, qui va bien évidemment nous démontrer qu'on a encore besoin de tout le monde sur cette belle terre. Voilà. Bonsoir à tous. Alors merci d'être venus aussi nombreux, d'autant que c'est un sujet qui me tient quand même particulièrement à cœur. Alors le titre est un petit peu racoleur, hein, comme l'a signalé David. A-t-on encore besoin d'un chef de projet? Je pense qu'on a tous un avis sur la question. Je vais donc commencer par introduire un peu le sujet, me présenter, et puis présenter un peu le cadre de cette présentation. Je vous laisserai aussi vous présenter rapidement. On parlera ensuite rapidement d'une petite partie définition. Alors, c'est la partie ennuyeuse de la présentation. Enfin, je l'espère. Si vous ennuyez sur le reste, c'est que j'ai raté mon coup. Et puis, voilà, on se posera la question, où est le chef de projet en 2024? Où il était avant? Maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? On fera une petite mise en situation aussi pour voir la démarche, ouais, mieux, pour voir la démarche du chef de projet. Donc on parlera bricolage cette fois-là, et on conclura sur cette problématique. Est-ce qu'on a encore besoin d'un chef de projet? Donc sur cette introduction, je commence par me présenter. Donc je suis François Delbouve, chef de projet. Je l'avoue et je le revendique. J'ai 43 ans, je travaille chez Elozy depuis 2006. Donc bon, je vous ai présenté rapidement mon parcours. Je suis rentré en tant que développeur chez Elozy. Rapidement, j'ai pu évoluer sur des missions de chef de projet junior, chef de projet senior, et puis passer par d'autres types de missions, Scrum Master, Product Owner, architecte, direction de projet, et je suis désormais directeur des opérations depuis 2017. Bon, pour la petite histoire, voilà, je suis quelqu'un d'optimiste, j'adore la tech, j'ai 5 enfants, un week-end sur deux, l'autre week-end, et puis j'aime les voyages, les jeux vidéo et le cinéma. Et j'ai un chien, voilà. Bien vu. Donc assez parlé de moi, parlez-moi un petit peu de vous. Est-ce qu'il y a des chefs de projet dans la salle qui se le revendiquent, hein? Il y en a déjà quelques-uns, ok, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent assurer quand même d'une manière ou d'une autre des missions de chef de projet? Ouais, un peu plus, ouais, pas beaucoup, hein. Et puis, qui pense qu'un chef de projet est inutile? Eh ben, on va tout de suite mettre fin à cette présentation. Je pense que la réponse a été, on a trouvé la réponse. Donc, on est d'accord, hein, il y a quand même une nécessité d'avoir un chef de projet, voilà, mais on va essayer de creuser un peu tout ça. Donc, on va donner un petit cadre à cette présentation quand même. On va parler un petit peu d'histoire, on va parler un petit peu de bricolage, on va parler de méthodologie, de gestion de projet, et on abordera très rapidement le sujet des Pokémon. On va se focuser essentiellement sur les projets de développement applicatif, parce que voilà, c'est les projets qui me parlent le plus, et les projets à dimension humaine. Parce que la question du chef de projet, quand on doit déployer par exemple toute l'infrastructure technique pour les Jeux Olympiques, je pense que la notion de chef de projet, on la remet pas vraiment en cause. Par contre, c'est vraiment dans ces projets à dimension humaine, je veux dire moins de 10 personnes qui travaillent sur un sujet par exemple, qu'on peut commencer à se poser la question. Alors on va pas trop parler de code et langage. Bon, rapidement, on abordera les sujets de la tech, mais voilà, on va pas rentrer dans les détails des codes et langages, des frameworks, tout ça, c'est voilà, on est là pour parler de gestion de projet. Et puis je vais éviter les gros mots également, type transformation digitale, disruptif. C'est pareil, j'en glisserai peut-être un ou deux, mais dans l'ensemble, on va essayer de rester sur voilà, du
du grand public. Tout de suite, rentrons donc dans cette partie définition. C'est quoi un chef de projet? Donc je me suis appuyé sur Prince 2, qui est une méthodologie de gestion de projet, qui veut dire Project in Control Environment. Avec un accent anglais, ce serait mieux, mais vous comprenez le principe. Et un projet donc est défini de la manière suivante. Un projet, c'est une organisation temporaire, une équipe qui est constituée donc avec un début et une fin, créée en vue de livrer un ou plusieurs produits d'entreprise conformément à un cas d'affaires convenu. Donc ce qu'on entend par cas d'affaires ici, c'est une expression de besoin qui vient du client, qui nous explique ce qu'il faut faire, et puis des limites. Donc limites qui sont plus ou moins formalisées, mais qui vont souvent décrire les budgets qui peuvent être investis, les délais, les risques. Par exemple, s'il y a une refonte liée à un changement de réglementation, on va avoir forcément des risques liés au dépassement de ces limites. Et puis, qui va décrire également les bénéfices envisagés. Donc ce projet, il est géré par un chef de projet qui est défini, selon Prince 2, par la définition suivante. Donc la personne qui a l'autorité et la responsabilité de gérer le projet au quotidien pour livrer les produits dans les limites convenues. Donc, en gros, le chef de projet gère le projet. La définition ne nous fait pas avancer beaucoup. Mais on a une définition complémentaire qui est intéressante, qui est le management de projet. Alors là, effectivement, on tape un petit peu plus dans le dur. C'est donc la planification, la délégation, le suivi, le contrôle de tous les aspects du projet, et ainsi que la motivation des parties impliquées. Donc là, on est dans quelque chose aussi d'important, la motivation de l'équipe, voilà, pour mener à bien des objectifs conformément à des exigences. Exigences, délai, coût, qualité, périmètre, bénéfices, risques. Donc voilà, on a tout un tas de limites, de contraintes qui sont détaillées, et puis on nous dit, voilà, il va falloir gérer tout ça. Donc, pour finir avec ces définitions, rapidement, hein, le chef de projet va donc gérer cette couche ici de management. Hein, ça, c'est un projet donc selon Prince 2. On voit que c'est timé avec une partie de pré-projet, une phase de cadrage préalable, avec une séquence d'initialisation, donc le début de projet, le lancement, avec un ensemble de séquences qui vont arriver derrière, qui vont permettre donc de réaliser le projet, et puis une séquence finale permettant de clôturer le projet proprement. Et après, il y a une partie post-projet. Donc, le projet, les choses importantes, c'est il a un début, il a une fin, et puis le chef de projet va gérer tout ça entre les deux. Donc voilà, ça c'est une autre manière de représenter un petit peu ce management de projet. Hein. On retrouve les éléments clés: planifier, déléguer, surveiller, contrôler, coût, durée, qualité, périmètre, bénéfice, risque. Donc voilà, c'est des grands classiques, mais voilà, c'est pour bien encadrer la définition et qu'on sache tous qu'on parle de la même chose. Voilà ce que c'est qu'une gestion de projet. Donc, en fait, si on ramène ça à un cadre, en fait, la gestion de projet va être essentiellement le respect de trois choses: des délais, un coût, un budget, et un périmètre, et en tenant compte de toutes ces contraintes, essayer d'assurer l'aspect qualité. Bon. En pratique, ça va souvent devenir quelque chose plutôt comme ça, c'est-à-dire votre projet, vous le voulez rapide alors, et pas cher, alors il va être moche. Pas cher et de bonne qualité, ça risque d'être lent, et de bonne qualité et rapide, ce sera certainement très cher. Donc c'est une déclinaison effectivement de ce cadre de référence, mais un petit peu inversé. Donc cette définition, elle est intéressante, mais un petit peu ennuyeuse. Et puis, c'est pas forcément le rôle du chef de projet informatique tel qu'on se le projette quand on est un jeune développeur. D'où la question, il est où désormais le chef de projet? Alors cherchez pas, il n'est pas là, je ne l'ai pas mis, mais il est où le chef de projet? Et donc pour ça, je vous invite à me suivre effectivement dans les années 2000. C'est la période où j'ai commencé à travailler, donc période qui a vu l'émergence de l'iPhone 1, de la tectonique et de Britney Spears, et de voir où j'en étais à l'époque. Donc je suis sorti en 2006 de mes études et j'étais développeur. Donc à l'époque, on était développeur, on sortait de ses études, on était développeur.
Il n'y avait pas 12 000 solutions. On faisait un petit peu d'HTML, on connaissait un langage de programmation, on avait vu un ensemble de choses pendant nos études, bah voilà, on était dev. Après, on arrivait en entreprise, et c'est là qu'on apprenait des trucs, CVS, SVN, avant Git, je le dis pour ceux qui, qui n'ont pas connu l'époque. Mais voilà, quand on avait de la chance, et puis voilà, on développait les choses de manière itérative. Et quand on sortait de ces études comme ça, on nous présentait le poste de chef de projet comme un petit peu la consécration de tout ça. On était développeur junior, donc, et on nous disait, vous allez devenir développeur confirmé, ensuite développeur senior, et ensuite, si vous avez envie et que vous êtes motivé et que voilà, vous deviendrez chef de projet. Donc là, c'était la consécration du truc, le sommet de la pyramide, on va pouvoir tout gérer, ça va être trop bien. Moi, c'était un truc qui me bottait bien à l'époque. Déjà parce que je sentais que j'avais une petite appétence quand même justement pour la gestion de projet. Quand je faisais mes études, j'aimais bien organiser un peu les équipes et puis voilà, définir qui fait quoi, essayer d'atteindre le but. Donc, driver les gens, je trouvais ça très sympathique. Donc, c'était une cible que je m'étais fixée. La définition que j'en avais, alors, se rapproche un petit peu plus de la définition de Wikipédia. Donc, c'est qui complète, alors bien sûr, qui reprend les éléments de Prince 2, hein, c'est la personne qui manage le projet, et qui complète ça en disant voilà à quoi peut être amené un chef de projet. Alors d'abord, avoir une forte expérience en tant qu'analyste d'analyste programmeur. Donc c'était l'époque où les développeurs, effectivement, on les appelait analystes programmeurs. Maintenant, on les appelle ingénieurs études de développement, mais c'est un petit peu la même chose. On fait de l'analyse, on fait de la programmation. Donc, il fallait avoir cette appétence technique pour être chef de projet informatique. Il fallait pouvoir assurer les fonctions d'étude, de conception, d'évolution, donc d'un domaine applicatif. Très bien, ça veut dire qu'il faut savoir effectivement analyser, il faut savoir rentrer dans un métier, il faut savoir concevoir, et puis savoir discuter avec les utilisateurs. On se disait également, voilà, dans le périmètre, il va falloir que je communique autour de mon projet, que je le présente aux différentes personnes, que je sache le vendre aussi, si je suis en avant-vente. Donc, ça faisait partie du portefeuille de compétences. Ça va réaliser des études, donc être analyste aussi, voilà, et élaborer un cahier des charges, donc savoir documenter, avoir des compétences de rédaction, savoir gérer les développements, donc pareil, piloter, organiser, créer des tâches. Là, c'est vraiment des fonctions de management en tenant compte des délais et donc de notre fameux cadre de référence de la gestion de projet. Contrôler que l'applicatif livré est conforme, donc il fallait savoir également avoir des bonnes notions en qualité. Le chef de projet faisait tout ça, il gérait de bout en bout tous ces éléments-là, savoir faire des formations derrière, veiller au respect des normes, du domaine dans lequel on intervenait, sur les projets, sur l'ensemble des éléments, sur les normes chez les clients, les normes de notre entreprise. Donc voilà, bien savoir aussi contrôler tous ces aspects-là et les aspects méthodologiques. Et également, parce que c'était pas suffisant, il fallait également pouvoir optimiser, se montrer force de proposition, donc être dans une démarche d'amélioration continue. Et donc voilà, un chef de projet informatique devait savoir faire tout ça. Donc en pratique, ça regroupe quand même un petit paquet de métiers. Hein. Être gestionnaire, comprendre le modèle économique de l'ESN, les basiques du pilotage, manager, savoir contrôler qui fait quoi, quelles sont les personnes enfin, savoir affecter les tâches aux différentes personnes en fonction de leurs compétences, même développer parfois hein, les chefs de projet informatiques sur des petits projets. Et en tant que chef de projet junior, j'ai été amené à participer à l'équipe de développement, savoir faire du marketing, du commerce, parce qu'il faut le vendre, de l'analyse métier. Alors, c'est sans doute un des points les plus importants, et d'ailleurs, c'est un des points que je rappelle assez régulièrement à nos développeurs. Quand vous intervenez en mission ou quand vous intervenez en gestion de projet, la première chose à faire, c'est à vous approprier le métier de votre client. Vous intervenez en banque, vous avez 3 mois pour devenir banquier. Mais bien, quoi. Parce que derrière, vous allez devoir coder des fonctionnalités, et ces fonctionnalités-là vont représenter le métier dans l'avenir. Si je prends un exemple, typiquement, si vous codez une application qui calcule le taux d'intérêt applicable à un client qui vient voir la banque, vous allez créer des formulaires, vous allez créer des champs, et puis vous allez encoder les règles métiers qui vont dire qu'en fonction de tel niveau de ressources
et de l'âge de la personne et de son état de santé, vous allez lui appliquer tel taux. Et s'il revient avec une autre offre, vous pouvez aller jusque-là. Et ensuite, si vous allez voir le responsable, vous pouvez descendre jusqu'ici. À une époque, il y avait des gens qui le calculaient à la main, hein, qui connaissaient les règles métiers. Et puis ensuite, il y a des développeurs qui sont devenus banquiers, qui ont codé tout ça dans leur application. Et maintenant, on recrute des commerciaux qui connaissent plus les règles, mais qui savent remplir les champs, et puis qui fonctionnent très bien comme ça, et la banque progresse comme ça, et c'est des gens qui peuvent faire d'autres choses plus intéressantes. Architecte technique, alors c'était simple aussi à l'époque, hein, parce que architecture technique, c'était un serveur, une appli, PHP, un site web et une base de données. Généralement, vous couvriez comme ça 90% du périmètre. Bon, mais le métier a pu évoluer un peu, mais on demandait effectivement aux développeurs d'être architectes, enfin, au chef de projet d'être architecte, recetteur et rédacteur, savoir faire de la documentation, d'avoir cette capacité rédactionnelle. Donc le chef de projet, c'était un petit peu lui là, c'est-à-dire métamorphe. Hein. Il peut prendre les compétences de n'importe quelle personne de l'équipe, il peut prendre les compétences de n'importe quelle personne de la DSI, voire de n'importe quelle personne de l'entreprise, voilà, quand il est bien chaud. Et puis vers 2019, j'ai été contacté, enfin j'ai eu des échanges avec des développeurs. Alors j'étais jeune chef de projet junior sur un petit projet, il y avait une équipe de 3 personnes. Voilà, ça fonctionnait plutôt bien. Et puis il y a un gars qui est venu me voir en me disant mais t'as pas entendu parler des méthodes agiles, c'est un truc, c'est génial. En fait, on fait de l'extreme programming, on vire la documentation, ça on fait plus, c'est nul. On vire le chef de projet aussi, ça sert à rien. Et puis on fait que coder. Bon alors, la définition était peut-être un petit peu légère. Il est possible qu'il ait manqué quelques informations. Euh, Néanmoins, ça m'a vexé hein, quand même, parce que je dis non mais moi je veux être chef de projet, tu veux pas me dire que maintenant l'avenir c'est de les dégager. Donc voilà, on a commencé à implémenter ces méthodologies agiles et puis de se dire ok, qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Et puis la suite, et là projetons-nous quelques années en arrière, c'est que les métiers du développement maintenant ça ressemble plutôt à ça. Donc pour reprendre, hein, mais on était à quelque chose comme ça, hein, et ça s'est légèrement complexifié par la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Pourquoi cette explosion? Et surtout, il est où le chef de projet là-dedans? Alors déjà, bon, ce qu'on peut voir, hein, le développeur, il s'est un peu spécialisé. On a eu des développeurs front, des développeurs mobiles, des développeurs back, des développeurs full stack, avec des spécialisations par langage. Là où à une certaine époque, on était dev Java, mais s'il fallait passer sur du PHP, bon, on faisait du PHP. Maintenant, on avait quand même un besoin de spécialisation qui est plus important. On a des DevOps, on a des lead dev, des lead tech, on a toute une partie architecture, architecte d'entreprise, architecte data, architecte sécurité, architecte technique, et puis toute une partie un petit peu plus orientée vers le métier, des UX designers, des QA, donc des fonctions de testing qui sont beaucoup plus importantes, des business analysts, des data analysts, donc tous les métiers aussi liés à la data, data scientist, on a le product owner, le scrum master, enfin, on a tout un tas de métiers maintenant, mais je suis où moi là-dedans? euh, Et donc, on peut s'interroger un petit peu sur les raisons du changement. Donc, les raisons du changement, il y a déjà une démocratisation de nouvelles méthodologies, il y a eu des nouveaux enjeux en entreprise, une accélération de la digitalisation, donc avec parmi ces enjeux notamment le retour sur investissement, donc le fait de mesurer plus rapidement le gain que pouvait apporter un projet et pas forcément à l'issue d'un an de projet. Il y a eu le time to market. Quand une nouvelle feature doit sortir, il faut qu'elle sorte rapidement. Et il ne faut pas qu'elle sorte justement dans un an, dans 2 ans, quand on aura fini notre refonte globale. Il y a les aspects fiabilité. À une époque, effectivement, on pouvait tolérer un peu plus de panne. Maintenant que tous les processus métiers se reposent sur la digitalisation, ça devient un petit peu compliqué hein, et on a beaucoup plus de mal à tolérer des indisponibilités. Les aspects customer centriques, pareil, le développeur ou le chef de projet n'est plus le seul maître à bord à dire voilà, je vais faire une application et voilà à quoi elle va ressembler, et puis après les utilisateurs ils apprendront à l'utiliser. Non, il faut qu'on apprenne à utiliser, il faut qu'on apprenne à comprendre les besoins de l'utilisateur et qu'on développe une application conformément à ses attentes. Donc tout ça, ça introduit une diversification des métiers. Et puis on a une deuxième partie, c'est que les métiers se sont complexifiés.
Les architectures sont devenues très complexes, on a des flux partout, on a des interconnexions, et donc ça demande également une grosse spécialisation des compétences. Et l'interrogation, c'est est-ce que le chef de projet peut encore tout faire parmi tout ça? Donc, si je reparle un petit peu effectivement de ces aspects changements méthodologiques au niveau des métiers, il faut voir aussi qu'il y a eu la remise en cause d'un modèle. En fait, c'est encore appliqué, hein, je grossis le trait, mais historiquement, on a une vision comptable d'une application, d'un software. Donc, quand on a une vision comptable, effectivement, on va compter les dépenses d'investissement d'un côté, le CAPEX, et les dépenses d'exploitation de l'autre côté, qui sont l'OPEX. Et en fait, on demandait aux développeurs, on demandait aux chefs de projet de faire des projets qui rentraient dans ces grilles-là. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse mettre le montant à un moment donné là, puis qu'on calcule 5 ans d'amortissement derrière, ça va bien, et puis derrière, il y a de la TMA, par exemple, et puis on va le mettre dans les dépenses d'exploitation, et puis ça, c'est un truc qui va être comptabilisé d'une autre manière. Voilà. Et ça, c'est une vision qui était héritée du mainframe. Parce que à l'époque, on développait le traitement qui calcule les taux d'intérêt en fin d'année sur un mainframe. On teste le truc, on passe 6 mois à le développer pour s'assurer qu'on passe bien sur tous les cas possibles. On a testé, c'est OK. On a fini notre CAPEX, on a fini notre projet, on le met en prod. Ensuite, il tourne 30 ans le machin. Il n'y a pas de problème, on ne revient plus dessus. On revient peut-être un petit peu dessus, mais là, on passe sur d'autres types de dépenses. Hein, on est sur de l'OPEX. Et voilà. Et en fait, cette approche, elle a structuré longtemps les projets informatiques et les structure encore dans certains cas. Si on parle des ESN, typiquement, quand on nous sollicite pour un forfait, c'est qu'on est dans du CAPEX. Si on nous sollicite pour de la TMA, on est dans de l'OPEX. Et voilà, et il faut rentrer dans la ligne budgétaire d'une organisation du client qui est celle-là. Mais on s'est rendu compte depuis justement ces années 2000 que l'approche est plus tellement adaptée justement à du développement de software. Donc voilà, les choses se sont accélérées. Il y a de plus en plus d'investissements, donc de plus en plus de projets, de plus en plus de lignes dans ce CAPEX, ce qui concentre un peu après la charge au niveau de la partie exploitation. Le produit n'avance pas assez vite, les équipes communiquent pas entre elles, donc cette notion d'organisation temporaire aussi devient un petit peu compliquée. Donc, on a modernisé l'approche et puis on est parti sur les méthodes agiles. Donc là, on n'a plus vu le software comme un investissement, mais comme un produit. Donc, un produit qu'il fallait faire vivre, qu'il fallait alimenter, qu'il fallait développer. Donc, on part sur des sprints courts, sur des échéances courtes. On se cible effectivement sur un seul produit. Et puis, on peut réévaluer à chaque itération. On peut se dire, OK, qu'est-ce qu'on a apporté comme valeur au truc? OK, combien ça coûte? Et puis, faire un ratio et se dire, bon, c'est rentable. On apporte toujours plus de valeur au produit. Puis un jour, on en arrive à quelque chose qui dit, c'est plus rentable, c'est plus intéressant. Bon, faut le jeter, il faut passer à autre chose. Donc voilà, ça introduit également de nouveaux rôles. Le Product Owner, le Scrum Master, l'équipe de développement autonome, multicompétences. Voilà, donc c'est des rôles, on va les décrire un petit peu rapidement aussi. Le Product Owner, hein, qui apporte la vision produit, qui cadre et priorise les besoins métiers. Donc son job maintenant, lui, son objectif, c'est d'apporter de la valeur. Donc simplement, il a un produit et il doit lui apporter cette valeur. On a le Scrum Master qui lui donc s'assure du respect de la méthode, qui va coacher l'équipe, qui va aplanir les difficultés, avec un objectif lui d'assurer la cohérence du projet, le fait qu'il avance dans la bonne direction, qu'il est cadré, qu'il n'y a pas de soucis et puis que les équipes n'ont pas d'obstacles. Et une équipe de développement auto-organisée qui lui fait les chiffrages, donc les estimations, le poker planning, qui réalise le projet avec l'objectif de produire cette valeur. Donc ça induit quand même un changement de paradigme. Le chef de projet, il avait un objectif de respect du cadre, respect du budget, respect du planning, respect du périmètre. Donc voilà, il sollicitait ses ressources pour monter des équipes, et puis ensuite il est libéré une fois que les objectifs du projet étaient atteints. Le Product Owner, en fait, on lui a levé une contrainte. C'est-à-dire qu'on a dit, tu as une équipe et c'est toujours la même. Un peu de choses près, hein, mais c'est toujours la même. Donc ton budget, en fait,
tu t'occupes plus de ça, c'est plus le budget ta priorité, tu fais plus du comptable, tu fais plus de l'OPEX, du CAPEX et tout ça, tu te focuses sur le périmètre et le planning. Donc en fait, tu vas dire, ok, je priorise là-dessus parce que c'est ce qui va m'apporter le plus de valeur. Donc je cherche à maximiser cette valeur à chaque fois et de rendre mon produit meilleur au fur et à mesure. L'autre point, c'est que ça a un petit peu révolutionné aussi l'organisation de l'équipe projet. Donc on avait un chef de projet, généralement en haut de sa pyramide, qui gérait et canalisait l'ensemble de la communication avec un ensemble de développeurs et qui était l'interface quasi unique avec les métiers, avec les services supports, avec les autres parties prenantes, les fournisseurs, avec les équipes infra, les équipes exploitation derrière. Et puis derrière, voilà, canaliser l'ensemble de la communication et puis ensuite la redistribuer auprès de ses développeurs. Ce changement d'organisation, désormais, effectivement, alors les services support, on a essayé de les intégrer à l'équipe de développement en mettant du DevOps directement là, donc des ops qui sont au service effectivement de l'équipe produit pour amener le projet au mieux possible. On a également les métiers, alors qui souvent quand même, faut bien le dire, sont en contact direct avec les product owners, mais la révolution du truc, c'est que on a des sprint reviews, des démos qui permettent de mettre en contact cette équipe avec les métiers et puis d'obtenir des feedbacks directs, des informations. Donc voilà, un changement d'organisation aussi. Euh, et puis, on a également introduit la notion de lead dev pour favoriser la communication. Donc, c'est tout un tas de nouveaux métiers qui sont intégrés, qui sont arrivés, qui sont ajoutés et qui masquent un petit peu cette fonction initiale du chef de projet. Donc, l'autre point, c'est également la complexification du métier. Donc là, je vous en ai mis un petit paquet, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Si on cite les architectures, maintenant on a des frameworks, on a des choses complexes, effectivement, sur lesquelles il faut devenir spécialiste, les API first, la gestion des versions, dans un contexte où les choses vont beaucoup plus vite, la bonne gestion du Git devient un critère déterminant. Il faut savoir merger des branches, il faut savoir rebase au bon moment, il faut savoir cherry pick les features pour les intégrer. Enfin, donc c'est devenu un vrai métier. Hein. La sécurité est devenue une vraie problématique également. Donc on demande au chef de projet de gérer tout ça maintenant. Il est largué, hein, il est trop généraliste. Et puis j'en ajoute scalabilité, conteneurisation. Faut balancer tout ça dans le cloud. On n'est plus sur la petite VM. On a des enjeux de performance, on a des enjeux de résilience, on a des contraintes aussi fonctionnelles et réglementaires qui sont ajoutées. Il faut que l'application soit SEO, qu'elle soit accessible, qu'elle soit responsive, qu'elle soit éco-conçue. Il faut que l'application respecte le RGPD. Il faut savoir faire du TDD, du BDD, du DDD, de l'hexagonal, du microservice front-end, etc. Donc, le métier est devenu extrêmement compliqué pour ce pauvre petit chef de projet des années 2000 que j'étais à l'origine. Donc si on fait un petit bilan par rapport à tout ça, effectivement, l'organisation autour des nouveaux rôles ne permet plus cette place du chef de projet des années 2000. Le poste des chefs de projet des années 2000, en tant que tel, effectivement, n'existe plus dans ce type d'organisation. Alors, n'existe plus, j'ai fait un raccourci un petit peu rapide, il existe toujours lorsque l'organisation l'exige. Soit pour un projet ou une organisation non agile, parce que voilà, on a toujours effectivement des organisations. Récemment, on a travaillé avec une chaudronnerie industrielle qui a une application interne servant spécifiquement à suivre le process de fabrication d'un chaudron, enfin d'une cuve. L'agilité, le product owner, tout ça, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Ils ont besoin d'un chef de projet. Par contre, pour le reste, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont adopté cette démarche produit, le chef de projet, il n'a plus tellement sa place. Donc l'autre cas, je l'ai évoqué également, hein, c'est le cas des forfaits en ESN. Alors, on fait appel à des ESN pour de la délégation de compétences, mais également pour des forfaits. L'enjeu, c'est de pouvoir arriver en disant, voilà, j'ai un budget, j'ai un planning et j'ai un périmètre, voilà mon cahier des charges, pour combien tu me le fais et pour quand tu me le livres.
Donc voilà, alors il y a eu dans les années 2010 des tentatives essentiellement commerciales de faire croire que oui, on allait le gérer quand même de manière agile. Bon, c'est pas tout à fait ça, hein. On a pris effectivement le meilleur des deux mondes. On a dit on va mettre quand même une date de début, on va mettre quand même une date de fin. On va lister le périmètre, mais plutôt que d'avoir une expression de besoin ou un cahier des charges, on va l'appeler une backlog. Et puis on va surtout pas en ajouter, surtout pas en modifier. Et on va organiser ça en disant bah, les délits c'est intéressant, ça renforce la communication dans l'équipe, ça on va le garder. Les plannings, sprint planning, c'est pas très intéressant parce que de toute façon on sait déjà ce qu'on doit faire et pourquoi on doit le faire. Et puis les démos, c'est intéressant aussi parce que à la fin de chaque sprint, bah, c'est intéressant de pouvoir rencontrer le métier, de présenter un petit peu les choses et de voir si on avance dans la bonne direction. Mais au-delà de cette approche un petit peu hybride, on reste quand même dans de la gestion de projet. D'où la question, le chef de projet est-il donc une espèce en voie d'extinction? Et jusqu'à présent, on a parlé essentiellement de la notion de chef de projet, du poste de chef de projet. Moi, je voudrais m'attarder sur un deuxième point qui est la démarche. Parce que chef de projet, selon moi, c'est pas uniquement un poste, c'est également une démarche et surtout une posture. Donc pour ça, on va faire une petite mise en situation. Donc, on va prendre un exemple de projet, donc un projet avec une expression de besoin comme on en a tous reçu de la part de nos métiers ou de nos clients, c'est-à-dire un post-it avec une feature qui va être décrite. Voilà, et là, le client, le métier nous dit je veux accrocher un tableau sur mon mur. On a une première approche qui est de dire ok, ça accroche un tableau, je sais faire. Je vais créer deux tâches. Je vais dire à un développeur, toi tu me plantes un clou, et je vais dire au deuxième, toi tu m'accroches la cordelette sur ce clou, hein. Et puis ça peut bien se passer, et puis ça va parfois bien marcher, mais ou pas, parce que des fois on va péter le mur, des fois on va péter le tableau, et puis des fois on arrivera à un résultat qui est quasi bon, mais pas tout à fait satisfaisant. Et donc, ça m'amène justement à parler de cette notion de posture du chef de projet. Pour moi, la posture, c'est quand même la suivante. Il faut réussir à s'assurer de la compréhension du besoin. Voilà, vous m'avez exprimé un truc, vous m'avez dit il faut que j'accroche un tableau, mais est-ce que j'ai bien pigé où vous voulez en venir? On va quand même échanger un petit peu pour essayer de bien comprendre. On a le deuxième point, qui est un des points importants selon moi, qui est d'identifier et de vérifier les angles morts. Parce que sur ce type de demande, on a tendance à se dire c'est bon, ça passe, et en fait ça passe pas, hein, comme vu précédemment, on peut facilement se tromper. Et donc ce sera là une des missions de la posture du chef de projet, c'est de contrôler ces angles morts en amont, de se dire est-ce que je suis sûr d'avoir tout couvert, est-ce que je suis sûr d'avoir contrôlé tout ce qui peut foirer en fait. Donc ça va être aussi de poser ce cadre, même de manière informelle, de se dire, bah ok, on va quand même se fixer un planning, on va quand même se fixer des délais, et puis on va essayer de positionner un périmètre et de bien le comprendre. Voilà, le point suivant est extrêmement important aussi, c'est de donner du contexte à l'équipe. Donner du contexte, ça veut dire aller expliquer aux gens et leur dire, bon alors voilà, on a été sollicité, on a un tableau à accrocher, comment vous voyez les choses? Et ouais, bah moi je pense que attention, on va prendre ce matériel-là, c'est de la merde, on a eu un projet qui a foiré avec, visons celui-ci, et voilà. Donc les équipes ont des choses à nous apporter. La vision du chef de projet, effectivement, en haut de sa pyramide, elle est insuffisante. Il est important de continuer à donner ce contexte à l'équipe. Et puis bah, suivre le projet jusqu'à son terme, c'est important également. On va pas effectivement lancer les tâches et puis après on part à la plage et on verra bien ce qu'il advient de ce tableau. Donc ça va commencer effectivement par une analyse de l'expression de besoin. Et c'est là où on peut se rendre compte de la complexité du truc. On parle de quel mur déjà? C'est quoi le matériau? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que ça va aller? Est-ce que vous avez déjà le tableau ou il faut l'acquérir? Est-ce que je dois l'inclure dans mon budget, qu'il faut acheter un tableau? Ou alors c'est simplement vous avez déjà le truc, il reste plus qu'à l'accrocher? Parce que sur une expression de besoin, on n'a pas forcément l'ensemble des éléments. C'est un cadre, un poster, quelle taille il fait aussi? Parce que si c'est le radeau de la Méduse, qui fait 4 mètres sur 3, ça va être plus compliqué de l'accrocher dans la salle d'attente
du client. Quel est l'effet souhaité? C'est intéressant aussi de savoir en fait quel est le but du client derrière tout ça. Si effectivement le client nous dit bah moi ce que je souhaite c'est le changer toutes les heures pour refléter la couleur du ciel et le climat dehors, bon on lui dira faut pas un tableau, faut une fenêtre. Et puis voilà, est-ce que d'autres sujets intéressants, c'est est-ce que c'est un lieu de passage ouvert au public? Est-ce que le tableau il est cher? C'est-à-dire là, on va rentrer dans les notions de sécurité. Euh, Si je mets la Joconde effectivement là dans le couloir de l'entrée, il y a de fortes chances qu'il se fasse piquer au bout de quelques minutes. Et puis dommage. Donc il faut pouvoir anticiper ces choses-là. Est-ce qu'il faut de l'éclairage? Est-ce qu'il faut des rideaux? Est-ce qu'il faut une mise en valeur? Est-ce que le mur derrière il est de la bonne couleur? Donc on va étudier la faisabilité. Typiquement, ça va permettre de pallier à ce type d'interrogation. Voilà, mon tableau, je le veux ici, là, sauf que les murs sont pas construits. Donc si je me suis engagé effectivement à livrer le projet demain, c'est mal barré. Donc voilà, cette analyse va permettre de couvrir ces angles morts et de se poser toutes les bonnes questions. Donc ensuite, on va avoir cette phase de cadrage où on va collecter les retours d'expérience auprès de nos utilisateurs. On va leur demander, mais alors vous l'avez déjà fait, un tableau de 4 mètres sur 3, qu'est-ce que vous mettez comme matériel? Comment vous vous en sortez? Ils vont nous dire, ouais, bah, si, je l'ai déjà fait. Ah, j'ai déjà fait une fois, mais ça s'est cassé la gueule, c'était une horreur. Vérifie bien que le mur, il est assez robuste et tout ça. On va penser aux enjeux de sécurité, de fiabilité, choisir notre matériel. On va analyser les risques. Qu'est-ce qui se passe si le tableau tombe? Qu'est-ce qui se passe si le mur s'effondre? Est-ce que la maison s'effondre derrière? Enfin, vaut mieux anticiper ce genre de choses, surtout si on est dans l'hypothèse du 4 mètres sur 3. Et puis, bah, on va mettre un plan de contrôle qualité. Alors, même si bien souvent, là, ce sera juste un niveau à bulle, ça reste des contrôles qualité. Puis, on va estimer un planning et un budget, donc qui ne sera pas le même, effectivement. On sera peut-être amené à dire, bah, on va planter un clou et accrocher la cordelette, mais le projet, comme on l'a vu, peut être beaucoup plus compliqué. Et donc, on va se lancer dans cette phase de réalisation, communiquer l'avancement, suivre les risques, suivre des écarts de périmètre, demander des arbitrages parfois, parce que voilà, si on a fini d'installer, on est content, on a mis nos lampes, on l'a accroché, c'est un grand tableau de 5 mètres sur 5, et puis le client nous dit ah, le mur derrière, je préférais qu'il soit blanc. Bon, voilà, effectivement, ça met un petit peu en péril les résultats du projet. Et donc de valider, de contrôler les résultats. Et enfin, la dernière phase dans cette posture de chef de projet, c'est de savoir clôturer. C'est de savoir se dire, OK, j'ai fait mon projet, j'ai accroché mon tableau, maintenant je vous le montre, hein, il est magnifique. Et puis, bon, on va faire un petit transfert d'informations, on va quand même expliquer aux gens qui vont le gérer derrière comment ça va se passer. Bah alors, voilà, si vous devez le décrocher pour nettoyer derrière, faites gaffe, le truc il pèse 2 tonnes, mettez-vous à plusieurs, quoi. Et donc on va décrire les procédures d'exploitation, voilà, s'il faut le nettoyer, il faut le faire de telle manière, etc. Et puis on fera généralement un petit bilan par rapport à tout ça, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et comment on fera mieux la prochaine fois. Donc tout ça nous amène tranquillement vers la fin de cette présentation, hein. Et donc on va partir à une partie un petit peu conclusion. Euh, on a évoqué le rôle du chef de projet traditionnel, donc avec un ensemble de tâches, un ensemble d'actions qui étaient phasées en fonction de différentes étapes. Voilà, il fallait savoir faire énormément de choses. Et puis, donc voilà, hein, on reprend ici l'ensemble des tâches qu'on a pu évoquer. Et puis, bon, on s'aperçoit effectivement que tous ces trucs-là, maintenant, c'est plus vraiment lui qui les gère. Ça a été un petit peu dispatché. Le product owner, le scrum master, le lead dev et l'équipe de dev récupèrent chacun une partie de leur périmètre. Et puis, bah, ce chef de projet classique se retrouve pas là-dedans, se retrouve pas dans tout ça. Euh, donc, la notion de projet, elle disparaît progressivement dans l'informatique au profit de la notion de produit. Dès lors, le chef de projet bah, tend à disparaître au profit de product owner, au profit de équipe Scrum, au profit d'autres équipes agiles. Donc, ce qu'il faut noter, c'est effectivement le poste de chef de projet. Il a bien évolué, effectivement, il a bien progressé, il s'est dispatché, les gens se sont spécialisés, mais le périmètre d'intervention, il n'a pas disparu. Il s'est juste distribué, il s'est juste dispatché. Et donc, le chef de projet, comme tout le monde, s'est spécialisé. Donc, quelque part, il existe toujours, mais plus sous cette forme exacte. Mais faut-il pour autant l'enterrer?
Prenons l'exemple de la tomate. Pourquoi la tomate, me direz-vous? Alors la tomate présente un paradoxe, hein, et on va faire un petit sondage d'ailleurs. Est-ce que la tomate est selon vous un fruit ou un légume? Alors qui dit un fruit? Qui dit un légume? Ok. Donc la tomate, selon certains points de vue, hein, la classification botanique, c'est un fruit. Ça pousse, ça a des graines, la tomate est un fruit. Hein. Par contre, si on la regarde un petit peu différemment, d'un point de vue culinaire, c'est un légume, c'est souvent cuisiné, salé, donc ça rentre dans la définition du légume. D'où la question, où veut-il en venir avec ces tomates? Eh bien, selon la classification RH, un chef de projet, c'est un poste, c'est un rôle, c'est vraiment un libellé de fonction. Et effectivement, sa pérennité n'est pas garantie, sauf dans des contextes précis de gestion de forfait, en ESN, dans des organisations non agiles, ça on en a déjà parlé. Mais chef de projet, et mon point de vue par rapport à cette fonction, c'est que c'est surtout une posture et une démarche, c'est une approche, c'est essayer de voir les choses, d'aller plus loin, de s'approprier plus d'éléments. Donc, le chef de projet, il peut plus tout faire, mais il peut quand même essayer d'avoir toujours cette approche d'aller un petit peu plus loin. Et si on en revient à la définition initiale, hein, le projet, donc c'est donc une organisation temporaire qui est créée en vue de livrer un ou plusieurs produits d'entreprise. Je reprends la définition Prince 2, conformément à un cas d'affaires convenu. Mais en fait, une fois rapporté à l'ensemble des éléments et des rituels Scrum, bah, tout est projet en fait, en quelque sorte. Un sprint, on a une organisation quand même temporaire, alors même si elle est renouvelée à chaque sprint, on a des livrables, on a un cas d'affaires convenu, on sait ce qu'on doit développer, on va lever quelques contraintes, mais voilà. Une user story, c'est une organisation temporaire, c'est une équipe Scrum. On a un produit d'entreprise à réaliser et on a un cas d'affaires convenu derrière avec justement des limites qui vont être fixées, une manière d'approcher. Même une tâche, c'est bien sûr une organisation temporaire de 1. Il y a un mec qui intervient. Bon, après, pour autant, une cellule, un organisme unicellulaire, c'est la vie, hein, donc au même titre qu'un organisme multicellulaire. Donc, c'est quand même une organisation qui doit produire un produit avec un cas d'affaires. Quelque part, vu comme ça, on peut tous être des chefs de projet. Il faut juste adopter vis-à-vis de ces différentes approches, ces différents rituels, la bonne posture qui consiste à essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc celui qui regarde la montagne, en fait, à venir, et qui dit à l'équipe, bon bah les gars, voilà, on va aller au sommet, ça va pas être simple, ça a l'air raide d'ici, par contre, si on y va étape par étape, qu'on s'entraide, qu'on s'accompagne, ben on peut y aller, on peut y arriver, on peut le faire. C'est celui qui va aller voir le métier, puis qui va lui dire, vous n'avez pas forcément couvert tous les cas, je pense qu'il y a des trous dans la raquette, il faut aller un petit peu plus loin, on va creuser ça ensemble, on va essayer de faire ça. C'est celui également qui va donc contrôler, anticiper les angles morts dans le projet, pour se dire à la fin, on aura un produit fonctionnel, on n'aura pas un truc qui va gérer la moitié des cas d'utilisation, et puis bah, quand on va arriver dans le cas pas prévu, bam, ça va se casser la figure. Et puis surtout, ça va être celui qui va donner du sens à tout ça, donc qui va communiquer son enthousiasme à l'équipe, qui va leur dire, allez les gars, là maintenant, voilà, on est tous motivés, on est en objectif commun, on se lance et on le fait. Et ça, ça peut être n'importe qui, ça peut être un développeur, un chef de projet, ça peut être un architecte, ça peut être effectivement un directeur de projet, ça peut être le lead dev, mais quels que soient les rôles parmi les multiples rôles qui ont été évoqués, ben, il faut ces gens qui vont aller tirer vers le haut, qui vont aller amener le projet jusqu'à la destination qu'il doit atteindre et qui vont aller s'impliquer dedans pour obtenir les résultats. Donc on a besoin, donc est-ce qu'on a encore besoin des chefs de projet? Bah, au sens du poste, de la fonction, pas spécialement, on a trouvé d'autres solutions. Maintenant, en termes de posture et en termes d'attitude, justement, pour en revenir à ce chef de projet des années 2000, hein, celui qui devait tout gérer, bah maintenant il peut plus tout gérer. Pour autant, est-ce qu'il doit rien gérer? Non, il doit justement continuer à s'intéresser, continuer à progresser, continuer à évoluer, à trouver des nouveaux outils, à discuter du produit, à comprendre comment le produit peut être meilleur, à discuter avec les métiers, les clients, pour comprendre ce qu'ils font, pour comprendre comment ils l'utilisent,
à discuter avec les équipes de dev pour comprendre aussi leur métier, leurs nouvelles tendances, les nouveaux frameworks qu'ils utilisent, les nouvelles méthodologies à mettre en œuvre, les équipes infrastructure, parce que là, pour le coup, il y a du boulot entre le cloud, enfin, toutes les solutions qui ont été mises en œuvre pour améliorer les disponibilités des applications et qui rendent les choses extrêmement complexes. On a des choses à apprendre et puis on arrivera mieux à les diffuser et mieux à expliquer et mieux à embarquer les gens si on les comprend et si on peut les expliquer. Et puis aux équipes support qui vont les exploiter derrière, c'est pareil, il faut réussir à les embarquer là-dedans. Donc voilà, on ne saura pas tout faire, mais il faudra pouvoir s'entourer des spécialistes quand il nous manque des compétences. Et puis ne pas hésiter à dire qu'on maîtrise pas. Et simplement, quand on identifie qu'on maîtrise pas, se dire ok, je vais aller un pas au-dessus pour justement comprendre un peu ce qui me manque et puis devenir un meilleur chef de projet et avoir cette meilleure posture. Et donc voilà, je vous invite donc à adopter cette posture dans tous les challenges, parce que si on est tous des chefs de projet, au final, les projets respecteront mieux les objectifs qu'on veut se fixer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Oui. Chef de projet, s'il est parti, il est pas. Eh bien, en fait, pas spécialement. Dans une approche Scrum, dans une équipe Scrum, chacun porte sa part de responsabilité, justement, qui est ventilée. Donc, la communication au sein de l'équipe va être portée par un lead dev, par exemple, sur une équipe qui va disposer de toutes les compétences, mais qui va être autonome. On va avoir effectivement un product owner qui, lui, va s'assurer que le produit avance dans la bonne direction, qu'on continue effectivement à progresser, que la vélocité de l'équipe augmente. Alors bien sûr, il peut y avoir des actions de management qui peuvent être prises derrière. Et puis on va également avoir le Scrum Master qui lui s'assure du respect de la méthode et puis du fait que ça parte dans la bonne direction. Mais l'ensemble de l'équipe porte sa responsabilité et s'engage auprès du client, auprès des représentants du métier. Et ces engagements sont renouvelés à chaque fin de sprint, justement dans les démos, où l'équipe s'engage à réaliser le prochain incrément, le périmètre qui a été fixé dans le cadre du délai qui a été indiqué. Donc, je crois aussi à la prise d'autonomie et à la capacité de chacun de se prendre en main. Effectivement, ça se fait mieux dans le cadre d'une organisation qui est prévue qui prévoit du jalonnement, qui prévoit du contrôle mutuel. Les délits dans un projet Scrum, ça reste aussi une notion de contrôle mutuel. Les rétrospectives dans un projet Scrum, ça reste aussi du contrôle mutuel. On se dit à la fin de tout ça, qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qu'on a mal fait, et puis on n'hésite pas aussi à dire, écoute, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, il faut que tu t'améliores là-dessus, et puis après on prend les décisions si effectivement la situation se prolonge et que les actions correctives n'ont pas été mises en œuvre. Mais il y a bien cette responsabilité qui est devenue collective parce que, sauf dans les cas où le contexte est adapté, on peut plus tout mettre dans une seule tête, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Même si j'ai quand même une idée de. Le Scrum Master, il est quand même. C'est le rôle que tu avais quand tu intervenu. Ouais. Vis-à-vis du client, tu étais le chef de projet. Oui, alors identifié. J'étais pas vraiment Scrum Master, j'étais plus proxy Product Owner, mais on était dans cette démarche effectivement de projet agile forfaitisé, hein, où on disait ok, on prend 4 sprints pour essayer d'atteindre cet objectif-là, et puis à l'issue on verra si on remet une pièce pour prolonger. Donc ça fait partie un peu de ces entourloupes qu'on a trouvées justement pour continuer à prendre du forfait, à s'engager auprès de nos clients, parce que ça restait quand même le but. Hein. Quand on fait appel à une ESN, c'est pas pour dire bon bah je vous fais un chèque en blanc et puis on se revoit dans 2 ans et vous me direz ce que j'ai. Là, il n'y a pas grand monde qui va signer. Mais donc, donc voilà, on prend quand même des engagements, on met en place les choses pour essayer de les respecter. Néanmoins, il y avait à l'époque Guillaume et Quentin qui ont pu intervenir sur ce projet. Ils étaient présents, ils étaient force de proposition, et puis ils participaient à chacune des démos, et c'était même eux qui présentaient le résultat de leur boulot. Donc vous pouvez en tirer une certaine fierté.
Et puis ensuite s'engager effectivement à ce que le prochain incrément soit toujours mieux et continue à apporter de la valeur, quoi. Donc voilà. Oui, David? Moi, je préfère maintenant. C'est plus intéressant. Et puis bon, après, avec l'historique, alors ça doit être galère pour quelqu'un qui veut être chef de projet, qui sort en 2024, parce que la marche à grimper, elle est quand même très costaud, et je pense qu'il y a quand même énormément de choses à s'approprier, à comprendre, à avoir les basiques. Maintenant, le fait d'avoir un petit peu plus d'ancienneté, puis d'avoir plus balayé l'ensemble, l'ESN aussi, je trouve ça très formateur parce que je suis passé constamment d'un client à l'autre, d'une organisation à l'autre, d'un métier à l'autre. Et puis, bah, ça permet justement d'avoir différents points de vue, différents modes de fonctionnement, et puis euh, de, de, de voir un peu le meilleur qu'on peut prendre de tous les mondes, quoi. Donc, je préfère maintenant. On travaille avec des gens qui sont extrêmement intéressants, extrêmement pointus dans leur métier, qui nous apportent aussi peut-être même plus tous les jours. Voilà, où avant, voilà, on devait s'organiser. On était le sachant, donc il fallait redescendre les choses. Et puis le retour était peut-être moins direct. Donc je trouve ça beaucoup plus enrichissant. Et puis de toute façon, ça va tellement vite qu'on continue à devoir progresser. Donc non, non, je préfère maintenant. Il y a d'autres questions? Eh ben, merci à tous. Merci.